dans le domaine du divertissement, de loisirs ou là dans le secteur du tourisme. Donc, il fallait absolument passer par préciser sur quel marché vous allez opérer. Ce qu'il faut obligatoirement préciser, c'est le marché. S'il vous plaît, ceux qui, dans le micro est activé, vous feriez mieux de le désactiver parce qu'il y a des nuisances acoustiques. Donc, préciser obligatoirement, c'est si le marché que vous visez est local, régional, donc il faut le déterminer parce que c'est en fonction de la détermination de votre domaine d'intervention stratégique et de votre périmètre d'intervention que vous allez par la suite déterminer les actions qu'il faut absolument entreprendre. Alors, quels sont les outils qui vont vous permettre de mieux saisir et connaître le marché? Donc, adopter le produit à une clientèle, il faut absolument commencer par déterminer ce qu'on appelle la population cible, vérifier l'existence d'une clientèle et par conséquent une demande. Il faut recueillir aussi le maximum des informations concernant que ce soit les clients, que ce soit plutôt du point de vue offre, c'est-à-dire la concurrence, ou les distributeurs. Les distributeurs, c'est aussi important, que ce soit aussi les différents maillons des intermédiaires, hein, les maillons des intermédiaires dans le circuit des distributions. Et après, l'autre volet du marché, c'est la demande, c'est-à-dire les clients. Et si vous vous rappelez bien, on a parlé aussi des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est-à-dire des personnes ou éventuellement des personnes qui font partie de l'administration ou d'un secteur déterminé et qui qui vous recommandent auprès d'une clientèle, de votre clientèle potentielle. Si vous désactivez votre micro parce que si tout le monde va l'activer, on aura une nuisance, hein, acoustique ou sonore. Et après, l'élément le plus important qu'on a vu, l'axe le plus important, c'était l'analyse de la demande. Je suis en train de vous faire rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, caractéristique de la demande, donc il faut absolument passer par déterminer le volume de la demande et l'évolution de la demande. Comment vous allez l'analyser? C'est-à-dire que vous devrez avoir des indicateurs sur le volume général, sur la quantité de produits de votre marché, quelle a été l'évolution ces dernières années du volume de ce marché. C'est-à-dire que vous devrez avoir idée sur des données statistiques, sur l'historique de l'évolution du volume des ventes ayant rapport avec votre domaine d'activité. Quelle est l'évolution prévisible? Donc, en fonction des données passées, vous devrez avoir une idée, une prédiction, une prévision des carnets de commandes, de vos carnets de commandes par la suite. Et vous devrez situer normalement votre intervention, votre projet dans le cadre le cycle de vie du marché. S'agit-il d'un marché en lancement? S'agit-il d'un marché en croissance, en déclin ou en stagnation? Et quel est le taux de croissance annuel? C'est-à-dire vous faites des projections, une estimation du croissance de votre chiffre d'affaires annuel. Quel est le taux des équipements des clients en produits, c'est-à-dire le taux des équipements, c'est-à-dire ce que les clients disposent comme c'est-à-dire équipement ou comme stock éventuellement de votre produit, ou l'intérêt qu'ils vont porter pour votre prestation de service. Après, on a vu les types de clientèle. Quelle est la clientèle de ce marché? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des administrations publiques? Est-ce que c'est des grossistes? Est-ce que c'est des détaillants? C'est des industriels, etc. Il faut préciser le type de la clientèle. Il faut préciser ce que chaque type de clientèle représente dans le marché en pourcentage. C'est-à-dire quelle est la part du gâteau
que vous allez décrocher auprès de différentes clientèles. D'accord? Je vous ai dit la semaine dernière, vous êtes en train de défiler. Hein. Qui est en train de défiler le cours? Alors, là, je suis en train de vous faire rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? C'est pas la peine de prendre la main pour défiler le cours. Je suis en train de vous faire tout simplement un rappel de la semaine dernière. S'il vous plaît, vous me suivez et après, on va s'arrêter. Les autres membres du groupe nous rejoignent et on va continuer. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Les méthodes statistiques qu'on utilise pour la collecte des données. Alors, comment on va collecter les données? Il y a les sondages par questionnaire, il y a aussi les entrevues personnelles, les groupes de discussion, l'observation, les essais aux conditions réelles. Alors, les sondages par questionnaire, on a vu la semaine dernière à travers le tableau, si vous vous rappelez, comment on fait la collecte de données, soit par des entretiens, soit par le fait de confectionner un questionnaire. Et les différentes méthodes, si vous vous rappelez, ces deux méthodes, ils ne sont pas, je vous ai dit qu'ils ne sont pas exclusifs, mais ils sont complémentaires. Alors, les entrevues personnelles, le groupe de discussion, qu'est-ce que ça veut dire groupe de discussion? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler à quoi renvoie dans les méthodes de base d'études de marché, à quoi renvoie le groupe de discussion et quelle est son utilité dans le cadre de la collecte, si vous voulez, des informations concernant la demande. Y a-t-il un volontaire pour répondre à cette question? Y a-t-il un volontaire? Non. Vous pouvez répéter la question, monsieur? J'étais en train de... Oui, je vais la répéter. J'étais en train de vous citer les différentes méthodes de base d'une étude de marché. J'ai parlé des sondages par questionnaire, les entrevues personnelles, et puis on a dit les groupes de discussion. C'est-à-dire, si vous pouvez... Discussion, quelle est leur utilité en matière de collecte d'informations? C'est ça la question. Oui. C'est-à-dire, le but ou l'objectif, c'est en quelque sorte la collecte des données sur quelques aspects à partir de l'interaction entre les personnes, le groupe. Parfaitement. C'est-à-dire, vous pouvez provoquer, par exemple, soit dans un groupe qui est spécialisé, soit dans le cadre, par exemple, d'une collecte informelle. Informelle, si vous voulez, des données. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, la semaine dernière, vous pouvez, par exemple, être dans un café autour d'une table avec 4 ou 5 personnes, pourvu qu'ils soient des personnes qui sont déjà instruites, c'est-à-dire qui ont des informations concernant le monde des affaires. Et vous allez provoquer une discussion ayant rapport avec le projet que vous avez lancé. Et vous allez évaluer leur feeling, c'est-à-dire leur feedback. Hein? Mais il faut le mener d'une façon intelligente. Soit que vous allez réunir des clients potentiels, et vous allez provoquer d'une façon formelle et tout en étant préparé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un guide d'entretien. Vous allez l'utiliser pour ne pas déraper. Pour ne pas déraper. C'est comme une feuille de route qui va vous guider dans le cadre de un plan de discussion que vous allez établir depuis le départ pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il y a l'observation. L'observation, si vous vous rappelez, je vous ai donné un exemple très simple la semaine dernière. Par exemple, vous allez faire l'acquisition d'un fonds de commerce, un café ou une activité commerciale. Vous voulez reprendre, c'est une activité déjà existante et vous voulez la reprendre. Pour le café, vous allez, par exemple, c'est-à-dire fréquenter ce café pendant un mois pour voir si ça marche, c'est-à-dire la fréquentation, le taux de fréquentation de ce café. Et le taux de fréquentation
c'est-à-dire au cours de la semaine, au cours du week-end, etc., il va vous permettre d'avoir une idée. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et même d'estimer le chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez réaliser. Ça, c'est l'observation. Ça, c'est-à-dire l'observation, si vous voulez, directe. Et puis les essais en conditions réelles. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ou nous donner des exemples à propos le dernier moyen de collecte des données, hein, ou de test, si vous voulez, ce qu'on appelle les essais en conditions réelles? En quoi consistent les essais en conditions réelles? Dans le cadre des méthodes de base d'études de marché, ayant rapport avec la demande. Monsieur le questionnaire. Il y a un problème au niveau de... J'arrive pas à capter votre intervention parce qu'il y a un problème, je pense, au niveau de réseau, là. Est-ce que vous pouvez répéter? La question, c'était les essais en conditions réelles, si vous vous rappelez. On a parlé de ça, les essais en conditions réelles. Je vais... Voilà, on a survolé ça la semaine dernière. On a survolé ça. Le dernier point que vous avez ici, c'était les essais en conditions réelles. Alors, y a-t-il un volontaire pour nous rappeler, hein, nous donner une illustration pour ce dernier point, qui est les essais en conditions réelles? En quoi ils peuvent être utiles en matière de collecte des données sur la demande? Monsieur, Oui. Je peux donner une approximation de ce que j'ai compris, de ce que j'avais compris. Oui. De ce que j'avais compris, en fait, les essais en conditions réelles, c'est comme une sorte de garantie, que c'est des preuves concrètes, que les données qu'on a récoltées sur le produit, effectivement, ont un impact réel. C'est juste avant le déploiement réel du produit sur le marché. Oui. Effectivement, mais de toute façon, il s'agit d'un essai, c'est-à-dire des tests. C'est les essais, c'est des tests. Par exemple, vous avez un produit que vous allez vendre. J'imagine, par exemple, des cellules photovoltaïques, des capteurs soleil. Généralement, c'est destiné au milieu rural, pour, par exemple, à des besoins d'électricité ou à d'autres besoins. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un prototype et vous allez vous déplacer vous-même pour proposer, par exemple, cette prestation de service, ou la vente de cet article-là. Donc, vous êtes en train de vérifier quel est le retour, c'est-à-dire la part de votre clientèle cible, dans des conditions réelles. Vous faites des prototypes, des articles, et vous faites une expérience in situ, dans les lieux, en un temps réel, pour voir quel est le feedback de votre clientèle cible. C'est ça les essais en conditions réelles. Par exemple, le milieu industriel, vous voulez vendre, je ne sais pas, un produit d'entretien. Un produit, c'est des détergents, mais des produits plutôt de nettoyage qui sont destinés au milieu industriel. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà listé votre cible et vous vous déplacez avec un échantillon de votre produit et vous faites l'expérience in situ, c'est-à-dire vos clients, ils voient l'efficacité de votre produit lorsque vous allez l'appliquer à des tâches ou à de la saleté, par exemple. Pour les convaincre, c'est une démonstration. D'accord? C'est une démonstration. Et comme ça, c'est aussi un argument par la suite de vente. C'est comme si, avant de se lancer dans un projet, par exemple de construction d'un barrage ou de son exécution effective, vous faites des essais sur un modèle réduit. Est-ce que vous m'avez compris? C'est compris? Oui, monsieur. Monsieur. Ah, parfait. Donc, on passe à autre chose. Si vous vous rappelez, là, je suis en train de vous montrer deux méthodes de collecte des données concernant la demande. Il y a l'entretien, il y a les enquêtes par questionnaire. Ce tableau
il résume à peu près tout. On a dit que ces deux méthodes-là, l'entretien et l'enquête par questionnaire, ces deux méthodes-là, ils ne sont pas mutuellement exclusives, mais ils sont complémentaires. Sauf que pour l'entretien, il est destiné essentiellement à des professionnels. Il faut contacter des personnes, à contacter généralement des professionnels. Par contre, dans les enquêtes par questionnaire, on s'adresse à des particuliers. La nature des informations, il diffère. Dans l'entretien, on collecte des données quantitatives, c'est plutôt qualitatives. Qualitatives, c'est-à-dire des informations qui sont riches, qui sont denses, et qu'il faut absolument analyser en profondeur. Comment on va collecter ces informations? Comment on va les analyser à des fins d'interprétation? C'est en utilisant la boîte à outils des statistiques. La boîte à outils des méthodes quantitatives que vous avez développées dans le cadre des statistiques. Par exemple, vous êtes en train, les qualitatives, le traitement des données qualitatives, monsieur, ou le traitement des données quantitatives. En ce qui concerne, par exemple, la représentation graphique, vous savez, il y a des données qualitatives qui sont nominales, il y en a qui sont ordinales, non ordinales, etc. Et les représentations graphiques, il y a des représentations graphiques qui sont spécifiques à ce type, normalement, de variables. Par exemple, le camembert, par exemple, quoi d'autre? Il y a le camembert, il y a le diagramme à tuyau d'or, etc. Donc, les connaissances que vous avez développées dans le cadre des statistiques descriptives, ils peuvent être utiles. Par contre, pour les enquêtes par questionnaire, là, on fait appel à des données quantitatives et descriptives. Les résultats sont souvent succincts, c'est-à-dire on va les résumer en utilisant bien sûr ce que vous avez vu dans le cadre de vos cours de statistique, les caractéristiques de centre et les caractéristiques de dispersion. Ça, c'est très utile. Et puis, les différentes critères de position que vous avez vus dans le cadre de votre cours de statistique, ils vont certainement être très utiles. Alors, qui voir lorsque vous allez mener un entretien, les intervenants ayant des fonctions différentes dans le processus d'achat. Vous allez vendre, donc vous allez vous intéresser à des personnes qui interviennent dans différents maillons de l'opération d'achat. Par contre, dans les questionnaires, il faut s'adresser à des utilisateurs, à des acheteurs qui auront un avis contradictoire ou différent. Et puis, ce tableau-là, il vous donne une idée sur la technique qu'il faut utiliser. Soit des prises de rendez-vous téléphoniques, et il vous précise aussi l'intervalle horaire qu'il faut réserver l'entretien téléphonique. Ça doit prendre entre 30 minutes à 1 heure par entière avec un guide d'entretien. Par contre, pour le questionnaire, c'est 4 à 5 minutes, mais généralement, il est fait ou par téléphone. Oui. Et après, la collecte des données, la collecte des données au niveau de l'entretien, ça se fait entre 20 à 25 entretiens. C'est déjà parce que vous allez demander à aller rencontrer des responsables dans le processus d'achat. Et éventuellement, selon le secteur dans lequel vous allez opérer, si vous faites 20 à 25, si vous arrivez à décrocher 20 à 25 entretiens, c'est déjà une bonne chose pour avoir une idée sur la demande existante et éventuellement la demande potentielle. Par contre, au niveau des questionnaires, il faut choisir un échantillon représentatif. Et pour que cet échantillon soit représentatif, il faut avoir un nombre d'individus, c'est-à-dire la taille d'échantillon, il doit être comprise entre 150 à 20 personnes au minimum. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, on a parlé la semaine dernière d'un élément très important. C'est ce qu'on a ici, indiqué ici et détaillé les points clés de ce marché sur le plan de la consommation. Je vous ai parlé de la saisonnalité de la demande. Là, vous voyez l'utilité
l'utilité des méthodes quantitatives, surtout les statistiques. Les statistiques, vous êtes en présence des séries historiques ou là, temporelles. Ça se peut que l'activité soit saisonnière. L'exemple qu'on a vu, c'était les compagnies aériennes, parce qu'il y a c'est-à-dire il y a la haute saison, il y a la basse saison, donc il y a des pics au niveau de la vente des billets, il y a les voyages, la période de l'été, période les vacances de fin d'année, etc. Mais il y a la basse saison aussi, il y a la basse saison. Il y a dans les secteurs de l'hôtellerie, c'est la même chose. Dans plusieurs activités, c'est-à-dire ils obéissent ce qu'on appelle la saisonnalité. Mais généralement, les statisticiens, ils éliminent l'impact de la saisonnalité pour ne s'intéresser qu'à la tendance. Parce que la tendance. Et là, ils élaborent des modèles économétriques, des modèles mathématiques à des fins de quoi? Après avoir bien sûr vérifié leur robustesse, ils vont les utiliser comme un moyen de prédiction, c'est-à-dire de prévision pour les années à venir, de combien s'élève, si vous voulez, le volume des ventes. Mais en perspective, type de distribution obligatoire, c'est-à-dire là, le type de distribution, il y a les circuits de distribution qui sont courts, il y a des circuits de distribution qui sont lents, et je vous ai donné des exemples la semaine dernière. Pour le court, si vous vous rappelez très bien, le circuit de distribution qui est court, c'était par exemple les paysans, lorsqu'ils vendent des produits de terroir au bord des les routes, etc. Là, il y a le vendeur, il y a l'acheteur, mais il n'y a pas d'intermédiation, on parle d'un circuit court. Il y a des circuits qui sont spécialisés, le cas par exemple des produits électroniques, comme on l'a parlé la semaine dernière, d'Electroplanète, comme par exemple des produits de beauté et de produits cosmétiques, le cas de Yves Rocher, etc. Donc il y a c'est-à-dire des circuits de distribution qui sont spécialisés. Habitude de comportement des clients qui décident c'est-à-dire si vous allez vous lancer dans un projet, vous devrez répondre à ce type de questions. Qui va décider? La décision d'achat, il revient à qui? Maintenant, ça dépend. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'achat au milieu industriel ou là l'achat tout court? Donc, qui va décider l'opération d'achat? Le milieu industriel, lorsqu'on veut acheter par exemple des équipements, généralement c'est des ingénieurs qui vont se charger de cette opération. Hein? Ils vont demander par exemple différents fournisseurs des équipements, des catalogues pour voir les caractéristiques techniques, etc. Et puis ils vont optimiser cette opération d'achat en recourant à ce que je vous ai dit la semaine dernière, la matrice de prise de décision. C'est-à-dire on va prendre plusieurs critères et on va faire l'échelle d'évaluation et puis on va faire ce qu'on appelle la technique de scoring ou de notation pour essayer de choisir le fournisseur le plus optimal sur le panier de critères, c'est-à-dire la capacité de production, la qualité de service après-vente, le prix, la disponibilité la disponibilité des pièces de recherche, l'avis des professionnels concernant par exemple la marque, etc. Donc là, la décision d'achat au milieu industriel, c'est pas la décision d'achat dans le domaine par exemple de l'habillement, hein, ou là dans le domaine des activités de divertissement, ça diffère. Qui achète, qui paie, qui utilise et qui prescrit. C'est-à-dire la prescription, si vous voulez le terme, je l'ai déjà expliqué, qui recommande et qui recommande et qui pousse, et qui oriente vers l'achat d'un article plutôt qu'un autre article. C'est en quelque sorte ceux qui vont influencer le comportement d'achat. Il y a l'achat impulsif, c'est-à-dire non, qui n'est pas raisonné. Il y a l'achat qui est le fruit d'une réflexion.
D'ailleurs, la théorie économique, les classiques, lorsqu'ils développent leur théorie, ils se basent sur un cas théorique, un pur schéma d'esprit. Ce qu'on appelle l'homo economicus, c'est quelqu'un, c'est-à-dire l'être humain, il est guidé par son intérêt. Il cherche toujours à optimiser, c'est-à-dire à maximiser son utilité, son profit avec le minimum de coûts. Mais là, c'est un pur schéma d'esprit qui n'existe pas dans la réalité parce qu'on voit qu'il y a des achats impulsifs. Le rôle des relais d'information, les relais d'information, c'est la radio, c'est la télévision, c'est les réseaux sociaux, etc. C'est des leaders d'opinion, etc. Et je vous ai parlé la semaine dernière, au niveau, par exemple, pour influencer le comportement d'achat, généralement, on fait de la publicité. Il y a des agences de communication spécialisées dans la publicité. Si vous voyez, par exemple, on est toujours matraqué par des spots publicitaires au niveau de la radio, au niveau de la télévision, c'est pour influencer notre comportement d'achat. Et là, je vous ai dit que là, on exploite pas mal de choses. On exploite l'image, parce que la publicité télé, c'est de l'image. Et l'image, ça reste gravé, ancré dans les neurones, dans le cerveau, ça reste ancré, c'est-à-dire enfouissé, si vous voulez, au niveau de notre mémoire. Et je ne sais pas si vous connaissez Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, vous le connaissez déjà, le réflexe conditionnel d'Ivan Pavlov. L'aviez-vous vu dans votre cours de sciences naturelles lorsque vous étiez au lycée? Non, Ivan monsieur. Pavlov, le réflexe conditionnel. Vous connaissez le réflexe rotulien? Non, monsieur, Lorsqu'on- jamais lorsque- entendu. Ouais, monsieur, on le connaît. Lorsque vous allez, par exemple, consulter chez un médecin, oui, Youssef. Lorsque vous allez chez un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit bâton là, il frappe le genou. Là, il voit quelle est votre réaction. Hein? Ou là, au niveau du coude. Là, c'est un réflexe. Comment est ce réflexe? Ça s'appelle le réflexe conditionnel. Il y a normalement un nerf sensitif. Non? Non? L'étude ديال Pavlov avec le chien. L'étude ديال Pavlov. Voilà. Si vous vous rappelez, Pavlov, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a la cloche, il sonne, la cloche qui sonne, qui va Il a conditionné le chien pour répondre à la cloche. effectivement un S. Effectivement un S. Et lorsqu'il apporte la nourriture, là, il constate, suivi, conditionné par la sonnette, par le tintement de la cloche. Il constate que chez les chiens, il s'est développé le réflexe. Quel est son constat lorsqu'il va déclencher la sonnette ou la cloche sans apporter de nourriture? Ça va stimuler ce qu'on appelle la glande salivaire. La glande salivaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les spots publicitaires qu'on voit dans la télévision, ils jouent sur le réflexe conditionnel. À force d'être toujours matraqués par l'humain, ils vont certainement influencer le comportement d'achat. J'ai posé une question à vos collègues la matinée parce que j'ai assuré le même cours. Alors, d'après vous, quelles sont les personnes qui sont étanches, qui sont immunisées contre la publicité, c'est-à-dire qui ne se laissent pas influencer facilement par le matraquage publicitaire? Les enfants, monsieur. Au contraire, Anas, علاش قلتي les enfants? لا مسيو يوسف اللي قال لي طون يوسف ما عندهمش ليسبري داناليز مسيو يقدروا يتاثروا باي حاجه. Monsieur, s'il vous plaît. Donc ils sont fortement influencés. Par exemple, un enfant, lorsqu'il voit par exemple Danone ou là il voit par exemple, je sais pas, des biscuits, hein, Ouais. qui est Ouais. destiné, il va forcément influencer, pousser ses parents à aller acheter le produit.
Il va le Oui, commander. monsieur, c'est ça. Ma question, c'était le contraire. Quels sont Monsieur, je crois que les gens économistes et qui ont l'esprit d'économie, euh, n'est-ce pas? bon, par économie, c'est-à-dire qui réfléchissent, ont une contrainte budgétaire, qui ont un revenu. Oui, Et, je crois. Je sais pas. de toute façon, c'est une piste. Alors, qui liquide achat par snobisme, par démonstration? Il veut, par exemple, il a besoin d'acheter une voiture, ou quelqu'un va aller chercher une voiture de luxe, hein, rien que pour effet de démonstration. De démonstration, pour lancer un message aux autres, comme quoi je me démarque par rapport les autres, où j'appartiens, par exemple, la classe sociale, la haute classe sociale, si vous voulez. Oui, monsieur. ولكن هذا son comportement, il n'est pas réfléchi. Alors, d'après moi, les gens qui sont immunisés, qui ne sont pas influencés par avec la rhétorique des publicitaires ou de l'image, ils nous font miroiter des conditions alléchantes pour nous pousser à l'achat, qui est exploité, par exemple, des artistes, hein, dans le domaine de la chanson, ils exploitent aussi la beauté de le corps féminin pour attirer les spectateurs, pour attirer et les pousser à acheter. Donc, il n'y a pas de l'innocence. Quelles sont les personnes qui sont immunisées? À mon sens, c'est les intellectuels, parce qu'ils ont un esprit critique. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord avec Oui, moi? oui, vous avez raison. Oui. Je pense personnellement que quelqu'un qui a l'esprit critique, il ne va pas se laisser facilement berner par ce discours. Hein? Il sera beaucoup plus orienté vers la capacité de l'article ou produit à satisfaire un besoin. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, la motivation des clients lorsqu'ils achètent, ils obéissent à des besoins précis, par exemple la recherche, la sécurité, la considération, les attraits de la nouveauté, ils cherchent un confort, l'appartenance. Et ça, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, la pyramide, la base de la pyramide qu'il besoin de quoi? Le besoin c'est-à-dire d'être à l'abri, les besoins d'ordre physiologique, le besoin de se nourrir, le besoin de s'abriter, c'est-à-dire à l'abri, le besoin de se vêtir, c'est-à-dire de se couvrir contre l'habillement, le besoin de sécurité, et puis le besoin d'appartenance, et puis le sommet de la pyramide, il y a le besoin de considération et de l'estime. Vous voyez que Maslow, il a établi quoi? Une hiérarchisation, une hiérarchie, c'est-à-dire une hiérarchie au niveau des besoins. Et je vous ai dit que les marketeurs, ils distinguent le besoin d'accomplissement, je pense. Le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement. Ou le besoin ultime, effectivement. C'est le dernier. La semaine dernière, je vous ai dit que les marketeurs, c'est fondamental, qu'il y a la distinction entre la notion de besoin, les besoins, ils sont limités, alors que les désirs, ils sont illimités. Hein? Les désirs, et j'ai besoin de divertissement, il y a un éventail de choix au niveau du marché divertissement qui est grand. Je peux par exemple me divertir en allant dans une salle de cinéma, ou aller voir par exemple un match de foot, ou aller faire par exemple une partie de pétanque, ou aller par exemple faire un peu de sport, de la natation dans une piscine. Donc les besoins, les désirs, ils sont illimités. Les marketeurs qui فرقوا ما بين
Et le marketing, il crée quoi? Il ne crée pas des besoins, parce que des besoins, ils existent. Ils sont innés. Ils sont innés de l'être humain. Mais il crée des désirs. Les besoins sont limités. Huma, il crée des désirs. J'ai faim. Un besoin. J'ai besoin. Un besoin, c'est une sensation, un sentiment de frustration, un sentiment de manque. Hein? C'est un sentiment de manque. Une fois, par exemple, vous avez faim, vous êtes frustré, vous êtes pas bien dans votre peau. Donc, une fois que vous allez manger, vous allez assouvissement le besoin de manger. Mais on crée des désirs. Vous avez besoin, vous désirez par exemple manger du hamburger ou du beefsteak ou je ne sais pas. Donc l'éventail de choix il est énorme. Ou là un sandwich par exemple, etc. Donc les besoins ils sont limités alors que les besoins sont limités alors que les désirs ils sont illimités. Ça c'est déjà vu. Donc s'il vous plaît vous faites la distinction fondamentale entre les besoins et les désirs. Et après, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu c'est-à-dire la saisonnalité, les études de... Oui, l'argumentaire, l'étude des motivations permet l'argumentaire. Si vous voyez quelles sont les motivations chez vos clients, cela va vous permettre de renforcer votre argumentaire, c'est-à-dire la façon de convaincre sur le plan commercial. C'est-à-dire si vous étudiez, vous décortiquez quelles sont les motivations d'achat, vous allez préparer un argumentaire solide. Supposons que vous allez vendre, par exemple, des appareils pour la climatisation. Il y a plusieurs articles qui sont destinés à la climatisation, plusieurs marques. Généralement, c'est des technico-commerciaux qui se chargent d'apporter avec l'argumentaire, qui argumentent sur la base des caractéristiques techniques. Le climatiseur et comment leur climatiseur dépasse celui de la concurrence. Hein? S'il vous plaît, vous désactivez vos micros parce qu'il y a des nuisances comment dirais-je, sonores. Maintenant, on va attaquer l'autre volet du marché ou l'analyse de l'offre. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'offre? Donc, quelles sont les caractéristiques générales de l'offre sur le marché? Il y a la concentration. La concentration, lorsqu'on dit concentration, c'est sur le plan géographique. Vos concurrents sont-ils concentrés au niveau, par exemple, de la région de Gaza ou la région de Rabat, la région du Nord ou la région Sud, où là, ils sont éparpillés partout dans le territoire marocain. Si votre domaine d'intervention stratégique est le territoire marocain. Donc, la concentration des concurrents, c'est très important sur le plan géographique. Multitude de concurrents. Est-ce qu'il y a des concurrents peu de concurrents ou il y a une multitude de concurrents. Comment vous allez faire? C'est à travers une enquête, c'est-à-dire vous allez lister vos concurrents sur le territoire d'intervention stratégique que vous avez déjà déterminé. Vous allez lister et vous allez aussi vous intéresser à l'intensité concurrentielle. Là, vous pouvez opérationnaliser tout ce qui est analyse matricielle, la matrice SWOT dont on a parlé. Ça aide à mesurer l'intensité concurrentielle. Ou ça aide aussi à dégager
les opportunités, les menaces, etc. Les 5 forces de l'analyse concurrentielle de Michael Porter. D'ailleurs, comme son nom l'indique, les 5 forces de l'analyse, quoi? Concurrentielle. Vous allez étudier les concurrents existants, l'éventualité de l'entrée sur le marché de nouveaux concurrents, l'éventualité de l'entrée sur le marché des produits substituts, la capacité de négociation des clients et la force et la capacité de négociation de vos fournisseurs. Cette matrice, il va vous aider à analyser bien l'intensité concurrentielle. Il y a aussi l'analyse Pestel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire Pestel, ça vous dit quelque chose, l'analyse Pestel, votre cours de marketing là? Analyse Pareto, c'est comme... لا هذيك ديال Pestel, oui. Pestel, oui, monsieur. c'est-à-dire l'environnement politique, l'environnement économique, social, Social, technologie, écologique ou juridique, je crois. la écologique. Donc, علاش خاصك analyser ton environnement politique? Je vous ai dit normalement que l'investissement, il est couplé, il est associé à une notion de risque. Est-ce que vous allez vous hasarder, risquer d'aller investir dans un pays où il y a une instabilité politique? Vous ne pouvez pas aller, par exemple, investir en Syrie ou là en Libye actuellement. Donc, lorsque vous voulez investir, vous devrez vous implanter dans un pays où il n'y a pas instabilité et agitation politique. D'accord? Oui, c'est vrai. L'environnement aussi économique, c'est très important. En tant qu'investisseur, vous devrez porter de l'intérêt à la politique macroéconomique de l'État. La politique macroéconomique, il se décline essentiellement à travers le suivi de quoi? La culture générale. Le suivi, chaque année, le chef de gouvernement, il se présente les 2 chambres, la chambre des conseillers et la chambre du parlement, et il va tracer les grandes lignes de la politique, les grandes orientations de la politique macroéconomique de l'État. Et ensuite, le ministre de Finances, il fait la même chose. Le ministre de Finances, qu'est-ce qu'il va, c'est-à-dire les discussions qui vont se faire au niveau le législatif, au niveau de la Chambre des parlements, des représentants ou la Chambre des conseillers. Qu'est-ce qui va être discuté? C'est la loi de finances. D'accord? La loi de finances, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte les nouvelles dispositions fiscales. C'est-à-dire les nouvelles dispositions en termes des impôts qui seront appliqués par l'État. Est-ce que la politique de l'État s'inscrit dans une politique de relance de l'activité? Il va encourager les entreprises à travers, par exemple, l'allègement de la réduction des impôts, ou au contraire, la politique macroéconomique s'inscrit dans le cadre on peut freiner l'activité, surtout lorsqu'il y a le phénomène bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la spirale inflationniste. Il y a quand il y a de l'inflation, on peut stopper. Donc, autant qu'investisseur, la culture, c'est pour cette raison que je vous incite vivement à lire, en parallèle de votre spécialité, à lire des journaux spécialisés de l'économie. D'ailleurs, vous faites des cours, les cours, les soft skills, ça vous aide énormément après dans votre parcours professionnel. Donc là, il y a environnement économique. On a dit Pestel. L'environnement social, vous devrez être attentif à la démographie. La démographie, c'est aussi important. À la culture du pays, tradition. Les traditions, c'est très important. Hein? Les traditions, les coutumes, tout ça, ça a de l'importance lorsqu'on veut se lancer dans un projet. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'environnement technologique et écologique. Tout ça, il est très important à analyser lorsqu'on veut se lancer dans une activité. Alors, donc il y a, comme je le dis, les 5 forces d'analyse concurrentielle, il y a la matrice SWOT,
la matrice SWOT, supposons que vous voulez vous lancer dans, comme c'est l'exemple que je donne souvent, bureau d'ingénieur conseil, domaine de génie civil. Alors, SWOT, comment vous allez la construire? Vous allez analyser, par exemple, vous allez décrocher votre diplôme et après avoir cumulé 5 ans d'expérience, vous allez décider de 4 parmi vous, les 5, ils ont décidé de s'installer à Casa en montant un bureau d'ingénieur conseil dans le domaine du génie civil. Alors, SWOT, c'est quoi? SWOT, vous allez analyser votre environnement interne. Point fort et point... Oui, il y a l'environnement interne. Quel serait votre point fort? Votre point fort, ça serait que vous êtes des ingénieurs fraîchement diplômés. Vous êtes jeunes. Monsieur, l'expérience. L'expérience que vous avez, l'expertise que vous avez accumulée sur le terrain. Mais vous aurez aussi des faiblesses. Les faiblesses, vous pouvez les énumérer vous-même. Vous dites qu'on a des ressources. Si on est limité, oui. Ressources. Par exemple, si on a des ressources limitées, ça peut compter. Des ressources limitées. Ou là, comme des connaissances en matière de la force commerciale ou le management ou la D'accord. Qui demande marché, monsieur. Ça se peut que vous possédez aussi, vous ne possédez pas des références. Même comme je dis, les références ou les qualifications qui sont données par des ministères. Les références, même vous n'avez pas d'antécédents en matière d'études de projet, un secteur déterminé. Et puis, vous allez étudier votre environnement externe. Oui. De point de vue des opportunités qui se présentent, maintenant, vous allez vous dire il y a énormément d'opportunités au niveau du Maroc. Et là, tout reste à faire. Au niveau des infrastructures matérielles de base, là, au niveau des routes, là, il y a l'assainissement, il y a l'alimentation en eau potable, les équipements et les infrastructures portuaires, l'électrification. Tout ça, c'est-à-dire il y a un grand potentiel parce que tout reste à faire, si vous voulez, au niveau du territoire marocain. Ça, c'est des opportunités. Les menaces, ils peuvent être constituées par quoi? Par la concurrence interne, c'est-à-dire les bureaux d'études qui sont déjà installés, ils ont l'avantage de l'antériorité, hein? Ils ont l'avantage de l'antériorité, et les bureaux d'études étrangers. Donc là, la matrice SWOT, ils peuvent vous... Si vous vous rappelez très bien, je vous dis, on va combiner, vous pouvez combiner vos forces avec des opportunités, vos forces avec les faiblesses, vos forces avec les menaces, et puis vos faiblesses avec les opportunités et vos faiblesses avec les menaces, et vous allez dégager ce qu'on appelle les stratégies, soit des stratégies de concentration, c'est-à-dire vous allez vous concentrer uniquement sur une niche déterminée, c'est ce qu'on appelle la spécialisation, soit vous dites voilà, donc on va se convertir carrément vers une autre activité parce qu'on est perdant, hein, qu'il y a des barrières à l'entrée, soit vous allez vous dire on va procéder à une diversification pour donc les stratégies génériques qu'on peut dégager à travers la matrice SWOT. Et puis il y a l'autre matrice BCG, Boston Consulting Group, hein, le fait de placer par exemple votre projet dans le cycle de vie. Ça s'appelle BCG, Boston Consulting, le Boston Consulting Group. Et il y a d'autres matrices. Ceux qui sont intéressés, il y a la matrice McKinsey. McKinsey, c'est un bureau d'études réputé à l'échelle internationale, donc où ils ont développé des techniques pour l'analyse stratégique. Alors, type de distribution généralement choisi, marché, caractéristiques de leurs produits, réputation, politique commerciale, évolution technologique, c'est des informations qu'il faut absolument recueillir lorsqu'on veut étudier l'offre, c'est-à-dire la concurrence.
Après, donc les produits disponibles. Étudier les caractéristiques des produits et des services disponibles sur le marché. Donc vous allez étudier ces caractéristiques techniques du produit en termes de qualité, en termes des caractéristiques inhérentes, etc. La qualité des services qui sont dispensés, etc. Sur le marché. Vous analysez les avantages et les inconvénients. Et puis, en analysant les avantages et les inconvénients, vous allez vous dire en quoi nous, jeunes dans le domaine, on va se démarquer, se différencier par rapport à ce qui existe sur le marché. Quelle est notre force? Quelle est notre valeur ajoutée? Ou l'avantage comparatif, le nouvel avantage comparatif qu'on peut défendre. Première définition du produit et du prix. C'est-à-dire là, on est en train de décliner notre stratégie de l'offre de point de vue des 4 P du marketing fixe. Quelle est notre politique des prix? Est-ce qu'on va s'aligner sur le prix de la concurrence ou on va pratiquer des prix au-dessus de prix de la concurrence et on doit justifier pourquoi, ou au-dessous de prix de la concurrence et on doit justifier pourquoi. Donc la lecture intelligente de votre environnement, il vous permet de trouver des réponses judicieuses. Alors, concurrent direct et concurrent indirect, on doit définir ça. Il faut connaître les concurrents en faisant la distinction entre concurrents directs. Les concurrents directs, vous avez un exemple juste en bas, il est percutant. Par exemple, le concurrent direct des salles de cinéma actuellement, c'est la télévision. Parce que la télévision, vous avez par exemple plusieurs chaînes et thématiques, c'est-à-dire par thème. Si vous voulez suivre par exemple des émissions à caractère culturel ou là, des débats politiques, il y a des chaînes qui sont dédiées spécialement à des débats politiques, sociétals, etc. Il y a des chaînes spécialisées par exemple dans les polars, c'est-à-dire les films, plutôt les feuilletons, les séries, si vous voulez, ou les films policiers. Il y a les films d'action spécialisés dans les films d'action, etc. Partie thématique. Donc la télévision, le concurrent direct et immédiat du cinéma, c'est quoi? C'est la télévision. C'est la télévision. C'est un exemple. Il est direct. C'est comme le substitut immédiat. Écoutez, l'analyse concurrentielle, lorsque j'ai énoncé les 5 forces d'analyse concurrentielle de Michael Porter, j'ai parlé des produits substituts. Et l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, pour vous simplifier la compréhension, c'était les tableaux noirs avec la craie, alors qu'il y a maintenant les tableaux blancs avec des marqueurs. Dans le secteur, par exemple, auparavant, dans les bureaux, on faisait tout ce qui est lettres, tout ce qui est correspondance, on faisait la frappe sur des dactylographies. Alors que le produit substitut pour la dactylographie, c'est les portables, les laptops, les ordinateurs, etc. Les appareils photo, le concurrent direct aujourd'hui, c'est les cellulaires, c'est-à-dire les portables. Et d'ailleurs, chaque génération des portables, lorsqu'on prend l'appareil photo, on le justifie par quoi? Par le niveau de la résolution de l'image. Vous savez que le niveau de résolution de l'image et la clarté, la netteté de l'image, il se mesure par quoi? Quelle est l'unité de mesure de la netteté de l'image? C'est le nombre de pixels.
Pixel. Ça s'appelle le nombre de pixels. Donc, le concurrent direct d'abord les appareils photo, à part l'appareil photo qui sont destinés aux professionnels. D'abord, les particuliers, ils n'achètent plus des appareils photo professionnels, je ne sais pas, Canon, là. Ils se contentent tout simplement de leur portable. Oui. Je les montre la même chose. Oui, Donc, monsieur. là, c'est des produits de concurrence directe. Il faut analyser la politique marketing des concurrents, c'est-à-dire leur politique marketing. C'est-à-dire comment ils font. Est-ce qu'ils font de la publicité? Est-ce qu'ils ont les supports de publicité? Est-ce qu'ils le font via maintenant la télévision ou via des journaux spécialisés ou là les méthodes de marketing classiques, l'affichage muraille, les banderoles, les dupliants. Il faut décortiquer les éléments pour mieux cerner votre concurrence. Alors, autres éléments, les principaux aspects à prendre en considération lorsqu'on veut étudier la concurrence, c'est leur antériorité, c'est-à-dire leur ancienneté dans l'activité. Est-ce qu'ils sont implantés récemment ou là, l'avantage de l'antériorité, il existe depuis longtemps, donc ils ont pu asseoir une notoriété, une image de marque, etc. Donc, il faut voir leur ancienneté. Vous allez vous implanter autant que bureau d'ingénieurs, conseil dans le domaine du génie civil. N'oubliez pas qu'il y a des bureaux d'ingénieurs conseils qui ont de l'ancienneté depuis une trentaine d'années. Citez-moi les grands bureaux d'études dans le domaine du génie civil. Monsieur le Kenneth, le Maroc. Le Kenneth Maroc, oui. Novec. Oui, à part TGC, celle-là. Hein? La TGCC entreprise. Ah, La CID, ça vous dit quelque chose? CID. ID. CID, ça vous dit quelque chose? C'est l'une des plus grandes bureaux d'études qui existent au Maroc. Ouais. Il y a aussi NGEMA. NGEMA. Ça vous dit quelque chose? C'est un grand bureau d'études aussi. Hein? Donc là, c'est des bureaux d'études qui existaient depuis longtemps. Ils ont participé à plusieurs ouvrages d'art dans le domaine du Maroc, que ce soit dans le domaine des routes, des ponts, de l'assainissement, de la voirie, de l'alimentation en eau potable, les équipements, les infrastructures portuaires, tout. Donc, on a l'avantage de l'antériorité, donc il faut être conscient de ça. On a des références et ils sont, comment le système de qualification, de référencement des entreprises qui opèrent dans le domaine des marchés publics. Leur taille expérimentée, c'est-à-dire leur taille, lorsqu'on dit la taille, on peut l'exprimer par le nombre de personnel, l'effectif, les salariés dont ils disposent, par le chiffre d'affaires qu'ils réalisent et par la capacité même de production qui est installée, etc. Ça c'est la taille. Leur lieu d'implantation, leur situation géographique, leur couverture géographique. Est-ce qu'ils couvrent l'intégralité du territoire national ou là, une partie? Par exemple, si on prend l'industrie sucrière, est-ce que vous connaissez l'industrie sucrière? Je connais le plus grand opérateur dans le secteur Est-ce qu'il a le monopole ou il y a d'autres? Hein? Il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y a une sucrière, je pense que dans la région de Tzedla, il y a dans la région de Rab, je ne sais pas, mes connaissances sont... Hein? D'accord. Donc, l'essentiel, pourquoi j'ai lancé ça, c'est un secteur, j'ai très comme ça. Le Cozumar, est-ce qu'il fait la couverture du territoire national Kamel? Oui, il le fait parce qu'il a des dépôts, hein? Des dépôts partout. D'accord? Il a des dépôts, c'est-à-dire, Cozumar, il est implanté à Gaza,
il est implanté peut-être, comme vous venez de le mentionner, à Tel Aviv, mais il a des centres de dépôt partout dans les régions du Maroc. Il y a l'entreposage. Donc, une couverture géographique très large. Leurs heures horaires de travail, c'est aussi important. La gamme des produits. Par exemple, la gamme des produits de l'industrie sucrière, c'est quoi? Il y a la gamme des produits, le sucre, il se forme de lingots, se forme de morceaux, se forme de fardeaux, ou là se forme de granulats, c'est-à-dire se forme de poudre. C'est des produits. Des produits. D'accord? Oui, monsieur. Donc, c'est la gamme des produits. Et puis, les prix de vente. Les prix de vente. Alors, on était là, leur situation, gamme de produits, les prix de vente, la marge commerciale moyenne qu'ils réalisent et la part, le marché, leur part, quel est le morceau de gâteau c'est-à-dire le morceau leur part du gâteau, qu'ils réalisent en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils réalisent, est-ce qu'ils s'accaparent la part lyonnaise, la part du Lyon, la plus grande partie, ou une petite partie dans le marché, par exemple, de l'industrie sucrière. Donc, il faut répondre à ce type de questions pour analyser la demande. Comme on l'a fait pour la partie demande, on va chercher quelles sont les méthodes de collecte des données et comment on traite les données lorsqu'il s'agit d'analyser l'offre. Alors, collecte des informations, méthode d'investigation sur l'offre, c'est-à-dire la méthode de recherche, lorsqu'on dit investigation, c'est-à-dire la recherche, d'enquêter sur l'offre. La collecte des informations, il se fait auprès de qui? D'où on va chercher l'information lorsqu'on veut étudier l'offre, dans n'importe quel domaine. Alors, il y a l'information. Les clients. Hein? Les clients. Les consommateurs. L'information, on va, s'il vous plaît, les amis, hein? Ne perdez pas le fil conducteur. On est en train d'analyser quoi? L'analyse de l'offre. Lorsqu'on analyse l'offre, c'est l'analyse de la concurrence. Alors, on doit chercher la liste de nos concurrents et le lieu de leur implantation géographique. Ces informations, on peut les obtenir auprès des chambres de commerce et d'industrie, auprès des associations. Il y a des associations professionnelles, maintenant, dans le domaine de l'habillement et textile, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de tout ce qui est maintenant, métallurgie et sidérurgie, dans le domaine de l'industrie cosmétique, etc. Il y a des associations, on peut s'adresser à ces associations ou aux chambres de commerce et d'industrie pour l'obtention des informations concernant les concurrents. On peut chercher auprès de... oui. C'est possible d'avoir des informations. Mais c'est confidentiel. Là, il y a des informations. L'État, il fait des statistiques. L'État, il fait des statistiques. Il dit combien, par exemple, d'entreprises il opère dans le secteur, je ne sais pas, l'industrie agroalimentaire, ou là qui opèrent dans le domaine du textile, quel est leur chiffre d'affaires, quelle est leur taille, l'autre source d'informations. Les départements ministériels, qui le haut commissariat au plan. Le Mendoubia Samia, les traites, ça y est, des études annuelles. On peut chercher des informations là-dessus. Hein? Comme on peut confier le processus d'investigation sur l'offre, on peut le confier à un bureau spécialisé ou leader de la collecte des données primaires qu'il va analyser et qu'il va traiter et interpréter. Qu'il les interviews des concurrents éventuellement. Est-ce que vous allez interviewer directement vos concurrents? Ils ne vont pas vous donner des informations
confidentiel. Ils vont pas, il y aura rétention de l'information. Mais vous pouvez l'obtenir en le faisant intelligemment, en recourant à des personnes interposées. C'est-à-dire vous envoyez quelqu'un qui fait des enquêtes, mais il le fait il va leur dire que je suis par exemple un étudiant, je suis en train de faire, je sais pas, un PFE ou une thèse, par exemple, de doctorat, et j'aimerais bien avoir des informations concernant c'est ça, comment le faire par personne interposée. D'accord? Observation directe. Là, on l'a expliqué, observation directe pour avoir, par exemple, une idée sur les heures de pointe pour un commerce donné. Comme je le dis, le cadre de l'achat d'un fonds de commerce, une activité commerciale, vous allez voir quelles sont les heures où il y a une forte présence des clients. C'est les heures de pointe, etc. Donc, vous avez ici, lorsque vous allez faire votre propre étude, je ne sais pas, votre trajectoire professionnelle, je vous ai demandé depuis la première séance inaugurale de l'ouverture de penser à un projet, un petit projet qui vous tient à cœur, et essayer de faire l'objectif du cours, c'est de vous amener à être capable de faire une étude de faisabilité. Donc, si vous pensez un petit projet qui vous tient à cœur, et vous faites une petite étude de faisabilité, 18 à 20 pages, je vous ai déjà cité la méthodologie, on est en train de le faire. Ce serait le couronnement concernant le cours. Le couronnement concernant le cours que vous êtes en train de faire le partenariat, l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les sources d'information? Les sources d'information, je vous ai déjà cité les chambres de commerce et d'industrie, le Haut Commissariat au plan, les associations professionnelles, l'observation directe. Il y a aussi le Compass. Est-ce que vous connaissez le Compass? Il y a un grand document qu'on appelle les pages jaunes. Qu'est-ce que les pages jaunes qui la poste qui distribue? Non, monsieur. واحد الكتاب صفر كان كيكون في لي تيليبوتيك كنشوفوا لي زادريس ولي التليفون. Monsieur, non. Jamais. tous les pages jaunes كانوا في البيريود اللي كانوا فيها مازال لي تيليبوتيك كيكون حاط واحد الكتاب سميتو دي باج جون بحال ان كونت. عرفتو فيه مسيو الفيكس ديال الواقيلا المغرب كامل وما عرفتش شنو المغرب كامل كاع لي زابوني ديال لي زابوني اللي كاين التليفون فيكس كاين، ولكن اللي بيان على سي Oui. Je vous ai dit que j'étais en Amérique du Nord, au Canada, où j'ai fait des déplacements aussi les États-Unis. Mais quand je suis les taxiphones, les téléphones, les cabinets, les téléphones, quand juste en bas, les pages jaunes d'Arori, l'Amérique du Nord qui coulent. Avec les pages jaunes d'Arori qui coulent, chaque cabine qui coule fait avec lui. Qui fait les pages jaunes. Qui le compasse? Le compasse, c'est un document, pas sous forme papier, d'abord sous forme d'un CD, ou les derniers sites. Je l'ai acheté. Le compass, j'étais en train de faire une campagne publicitaire. Bon, j'ai un bureau et je fais la formation continue. Où j'allais cibler des pharmacies, ce qu'on appelle les officines, des formations dans le domaine de la comptabilité ou de la gestion des officines. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un compass. Je l'ai installé, il est extraordinaire. Déjà, alors vous désactivez, il vous donne la liste
de toutes les entreprises par secteur d'activité, par taille, par chiffre d'affaires, par forme juridique. C'est-à-dire, elle est extraordinaire. Elle le compasse. Donc, répertoire des chambres de commerce, publication et études se rapportant au secteur d'activité, annuaire statistique du Maroc, annuaire statistique des organismes nationaux comme l'Office d'échange, etc. Et donc, vous avez une source d'information. Il y a des informations primaires. Je nomme les informations primaires, c'est-à-dire les informations brutes, non encore traitées. Ou qu'il y ait des informations secondaires, c'est-à-dire les informations brutes, des données brutes, et on les traite sous forme de tableaux statistiques, de graphiques, de calcul, des paramètres statistiques. Là, je vous parle des méthodes que vous avez vues dans le cadre des statistiques descriptives et statistiques inférentielles. Les méthodes, باش كنديروا dépouillement des données brutes. Maintenant, je ne sais pas, vous allez faire une enquête auprès des périmètres agricoles qui sont situés dans la province de Abdelkala ou je sais pas, de la région de Rennes. À des fins, pour l'installation d'un réseau d'irrigation ou la réhabilitation d'un réseau d'irrigation déjà existant. Et vous vous intéressez, par exemple, vous allez recueillir des données statistiques à les périmètres agricoles, la superficie, la nature, la culture, du blé, du maïs, ou des pommes de terre, ou je sais pas, la culture, la nature de culture qu'ils font, le nombre de personnes, ou les salariés qui sont employés, est-ce qu'ils font appel à des fertilisants, est-ce qu'ils font appel par exemple à des ingénieurs agronomes pour les assister, ou à des vétérinaires s'ils ont par exemple qui donnent l'élevage, etc. Et donc vous allez recueillir des données. Avec les données, il faut les traiter, faire un dépouillement et puis vous allez les traiter. Comment vous allez les traiter? En utilisant ce que vous avez vu dans le cadre de votre cours de statistiques descriptives et de statistiques inférentielles, c'est-à-dire tout ce qui est échantillonnage et estimation aussi. Donc, il y a le traitement de l'information brute. Alors, annuaire statistique du Maroc, annuaire statistique des organismes nationaux comme l'Office de change, etc. Vous avez plus d'informations. Alors, quel est l'objectif essentiel de l'étude de marché? On a dit, je pense que je l'ai écrit même au tableau, l'objectif essentiel d'une étude de marché, c'est de pouvoir évaluer et estimer le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? Total des ventes. Le total des ventes hors taxe. Hors taxe, oui. Hors taxe. Donc, et c'est un chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez estimer. Donc, l'objectif essentiel de l'étude de marché, c'est l'estimation de chiffre d'affaires prévisionnel. Le créateur base ses prévisions, c'est-à-dire le créateur de quoi? Celui qui va créer un projet. Il va se baser sur l'estimation de son chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se baser sur l'étude de marché, comme il peut faire référence à quoi? Comme il peut normalement prendre un référentiel, un benchmark. Un benchmark, c'est-à-dire une entreprise qui travaille dans le même branche d'activité. Il va la prendre comme un benchmark, comme une référence. Il va se baser sur ce benchmark-là, il va faire l'estimation de son chiffre d'affaires. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. C'est quoi un benchmark? هو مثلا انا غادي نشرح لك يوسف. هو une référence. مثلا un modèle. انا بغيت je vais opérer مثلا في l'industrie
l'industrie du textile, d'accord, ولا ديال l'habillement. غادي ناخذ واحد لونتربريز اللي هي موديل بحال الموديل اللي اكزيست ديجا وبغيت نخدم بنفس كناخذها كوم اون ريفيرونس وي هذا هو ان بنش مارك. بحال دابا مثلا في الاندستري ديال لي زاسيورونس كاين بزاف لي زاسيورونس ولكن ناخذ انا اكزا كوم ان ريفيرونسيال كوم un benchmark, c'est-à-dire je vais me comparer à elle, à cette compagnie d'assurance. Est-ce que je vais surperformer par rapport à cette référence ou je vais sous-performer par rapport à elle? Est-ce que je veux m'aligner à son chiffre d'affaires ou le dépasser? Donc je prends une entreprise et je me compare à cette entreprise. Donc, oui, le référentiel, le benchmark, ça aide à se comparer. C'est comme un étalon de mesure, une référence que vous allez prendre pour se comparer. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, définition du chiffre d'affaires personnel par les charges. Le créateur définit comme chiffre d'affaires prévisionnel le montant des ventes qu'il faut réaliser pour couvrir les charges d'exploitation. C'est-à-dire, quel est le chiffre d'affaires minimum qui va me permettre de couvrir et mes coûts fixes et mes coûts variables. Et là, on est dans la notion de quoi? La notion de seuil de rentabilité et de point mort. C'est-à-dire je cherche le point critique, le point limite, le bris qui va me permettre de passer d'une phase où je ne couvre pas mes charges à une phase où je vais couvrir elle et les coûts fixes et les coûts variables. Ça c'est la notion de seuil de rentabilité et de point mort. Et je vous ai déjà dit que le seuil de rentabilité, il se mesure par unité de 10 grammes, alors que le point mort, il se mesure par unité de temps. C'est-à-dire combien du temps me faut-il pour que mon chiffre d'affaires, il couvre mes coûts totaux. Ça va? Alors, oui, monsieur, c'est compris ça. Donc, le chiffre d'affaires, c'est déjà compris. Définition du chiffre d'affaires par les produits. Le créateur, donc par les produits, le créateur a testé ou fait tester un produit auprès de sa clientèle potentielle en recueillant des promesses d'achat conditionnelles ou fermes. Ce sont ces derniers qui font l'objet du calcul du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que ça veut dire par les produits? Vous allez vous lancer et vous avez votre client cible. Alors, vous pouvez dire à vos clients potentiels, lorsque vous faites l'entretien ou l'enquête, vous leur dire, lorsque je vais m'implanter et démarrer mon activité, est-ce que vous allez me passer des commandes, c'est-à-dire une promesse? Est-ce que vous allez me faire des promesses de passation des commandes auprès de moi? Il s'engage par écrit, comme quoi, c'est ce qu'on appelle des promesses de collaboration ou là des promesses de quoi? Des promesses de passation des commandes. Il s'engage par écrit. Lorsque vous démarrez, vous allez collaborer. Et ils vont écrire comme quoi lors de votre implantation, ils vont vous éventuellement faire un chiffre d'affaires de temps avec vous. Hein? Là, ça s'appelle l'estimation du chiffre d'affaires par les produits, c'est-à-dire en recueillant quoi? Des promesses d'achat et des promesses de passation de commandes. Les études de faisabilité, surtout qu'on présente les banques, avec les banques qui exigent au bal, ce qu'on appelle des lettres de recommandation, c'est-à-dire les lettres de recommandation, c'est-à-dire un de vos clients, il vous recommande comme quoi, une fois que vous allez vous implanter, il va vous passer par exemple il va faire des achats auprès de vous. C'est ce qu'on appelle
des promesses. lettre de recommandation ou lettre de référence واقيلا monsieur. Ça, il y a une lettre de référence ou lettre de recommandation. Maintenant, vous êtes recommandé par une entreprise. C'est des promesses. وعد مبدئي. C'est un engagement moral. ماشي une obligation contractuelle. C'est un engagement moral. كنقول لك إلا درتي أنت البروجي ديالك أنا غادي ندير معك ان شيفر دافير مثلا ديال 1 مليون. فالعوض ما غادي نبقى نشري من عند شي واحد ولا غادي نشري من عند هذاك. انا كنعرفك مزيان وكنعرف لي كومبيتونس ديالك. انا كنشري مثلا عند كنعطي مثلا جو سوي ان بروموتور ايموبليي كنخدم مع دي زونتربريز دو باتيمون ولكن انت انا وليت كنعرفك وكنعرف لي ريفيرونس ديالك وبغيت نشجعك لان بغيتي تخدم في ذاك المجال. البروميي شونتي اللي غادي يكون عندي غندوزو لك. هذه نقدر نتونجاجا باغ ايكري ولكن سي ان انجاجمون مورال. وانت tu vas te baser sur un engagement moral pour estimer quoi? Ton chiffre d'affaires prévisionnel. Est-ce que vous m'avez compris? Ouais. Okay. Définition du chiffre d'affaires par produit. Alors, ça, donc l'aboutissement final de l'étude de marché, c'est l'estimation de chiffre d'affaires. Après, on va voir des notions fondamentales. Je pense, ou là j'imagine que vous l'avez déjà vu dans votre cours, un cours de marketing, non? Fondamental. Non, monsieur. Non, monsieur, on n'a pas fait. Alors, donc on va parler de la notion que vous allez prendre connaissance avec des notions fondamentales le marketing, la stratégie marketing. La notion de la segmentation et la notion de positionnement. Alors, stratégie, demain, on est dans la stratégie marketing. Alors, comment on va segmenter un marché? Comment faire le ciblage, le coût du produit marché et comment on va faire le positionnement? Tout d'abord, on doit les définir. Segmentation. Segmentation, déjà la racine, le terme, c'est quoi? C'est segmenter. C'est-à-dire découper, vous allez découper votre marché en des parties ou des sous-ensembles distincts et homogènes. Par exemple, la segmentation, il peut se faire selon la tranche d'âge, selon la catégorie socio-professionnelle, selon le niveau d'instruction, selon le genre masculin ou féminin, selon la culture, selon le lieu géographique, donc selon le type de comportement, dans les types de comportement, il y a plusieurs critères de segmentation. Maintenant, le secteur des jeux électroniques, quelqu'un qui va développer des jeux, mais il peut segmenter qu'il y a des jeux pour enfants, mais les jeux pour enfants, il y en a ceux qui sont destinés les garçons et ceux qui sont destinés à des fillettes, d'accord, à des filles. Je parle pour les jeux des enfants, d'accord. Mais dans le jeu, si on va, par exemple, segmenter le marché, on peut parler des jeux chez les adultes. Dans ces jeux-là, il y a des jeux de divertissement, il y a des jeux aussi qui ont un caractère culturel ou intellectuel, les jeux d'échecs, hein? Je sais pas, les jeux de Monopoly ou les jeux de cartes aussi. C'est des divertissements, mais pour des adultes. Là, on est en train de segmenter le marché, c'est-à-dire de les découper, de le fractionner en des sous-ensembles homogènes et distincts. Monsieur. Oui. Monsieur, que c'est doué la concentration par région ou d'exchi. Ou de maintenant, la segmentation géographique. On peut faire la concentration. لا دابا حنا المارشي غادي نسيغمونتيو، حنا اللي غادي نديفيزيونيو سور كال باز غادي نسيغمونتيو المارشي. واش غنقولوا المارشي سيغمونتاسيون باغ جيوغرافي، نقولوا المارشي ديال لو سود بوحدو، المارشي ديال لو سونتر بوحدو، المارشي ديال لو نورد بوحدو. دونك il y a une segmentation sur le plan géographique, d'accord.
ولا الا كنا كنوبيريو على الانترناسيونال غادي نسيغمونتيو اونتر لو مارشي لوكال اللي هو ناسيونال ولو مارشي على الاكسبور. كاين المارشي يعني انترن ولو مارشي على الاكسبور. هذا تيب دو سيغمونتاسيون. شنو هي السيغمونتاسيون؟ هي غادي ديفيزي ton marché en sous-ensemble homogène et distinct. بحال دابا مثلا في المارشي ديال لوطوموبيل، دابا l'automobile فيها وفيها. كاين l'automobile كاين باغ اكزومبل دي فواتور كي سون ديستيني لواحد كاتيجوري داج، داكور. كاينين دي فواتور يوتيليتير، كاين دي فواتور توريزم، كاين حتى لا كولور ديال لي فواتور. كاين لا كولور اللي كتكون فورسيمون كتكون ديستيني لي فام، كاين اللي ديستيني جينيرالمون لي زوم. وفي وسط هذاك لا غام ديال لي برودوي لي فواتور كاين اللي ديستيني لي جون بحال دابا لي فواتور سبورتيف. انا غادي نعطيكم واحد ليماج ان بتي بو كاريكاتورال. Est-ce que tu peux imaginer maintenant un vieux monsieur avec une barbe là, vêtu d'un djellaba, il est en train de rouler sur une voiture sportive بحال Jaguar ou la je sais pas ou la Ferrari ou la. واش فهمتني؟ Non, monsieur. كتشوف ان جون C'est paradoxal. ها C'est paradoxal. سي بارادوكسال. دونك هنا كنسيغمونتيو وشي حتى في المارشي ديال لوطوموبيل كنسيغمونتيو حتى بار لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل باغ ريفوني. واش لي فواتور ديال لا كلاس موين هما لي فواتور ديال يعني لا بورجوازي؟ ها Non, monsieur. ماشي بحال دابا كتلقى مثلا الناس ديال لونسينيومون ولا هذاك لا كلاس موين جينيرالمون راه داسيا وما جاورها وي في لو فيت. داسيا سي اون بون فواتور، مي هنا كاين علاش دايرين داسيا بالنسبه للناس اللي عندهم ان ريفوني موين، سي اون فواتور كي ابوردابل، داكور. وكاينين عاوتاني المارشي ديال لي فواتور دو لوكس هادو هما عندهم موين. دونك اون في اون سيغمونتاسيون ديال لو مارشي اون دي سوز انسامبل ديستانغ اي homogène. في السيكتور ديال l'habillement كاين une segmentation par catégorie d'âge. كاين les vêtements qui sont destinés aux bébés aux garçons ديال واحد tranche d'âge. كاين qui sont destinés لواحد les adolescents qui sont destinés par exemple les jeunes. Et puis le marché ديال l'habillement pour واحد catégorie d'âge déterminée. Donc il y a une segmentation selon. Allié à la segmentation, c'est le fait de découper le marché, de le fractionner en des sous-ensembles homogènes. Et puis, il y a le caractère socio-démographique. Là, c'est les tranches d'âge. Socio, c'est la culture. Non? Que c'est l'heure, je pense. Déjà bon, j'ai 28, donc il nous reste 2 minutes. Bon, de toute façon, je finis juste la partie et on va terminer, d'accord? Vous patientez pendant 2 minutes, 3 minutes et je m'arrête. Sociaux, donc lorsqu'on dit le social, ça renvoie à quoi? Ça renvoie la culture. La culture, qui les traditions, qui les coutumes, qui la gastronomie, l'habillement, le folklore, tout ça, ça fait partie de ce qui est sociologique. Psychographique, c'est-à-dire le côté psychologique, la psychologie et le comportement des individus, ça peut jouer un rôle aussi dans le secteur, dans la segmentation des marchés. Maintenant, les montres, qui a une segmentation, qui a la montre, les 20 dirhams, qui a 1 million de dirhams et même plus. L'équilibre 1 million de dirhams, c'est une montre comme les autres montres. L'utilité, ouais, il indique. Quel l'équilibre de montre de 1 million de dirhams, quel marché les montres à prix exorbitant, n'est-ce que tu par snobisme, effet de démonstration. Hein? Alors, est-ce que vous avez compris ça, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui. On s'arrête à ce niveau-là. Bon, je vous souhaite bon appétit. Là. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, Charles.
À vous aussi, merci. Merci Inch'Allah. beaucoup, monsieur. Très bonne soirée. Pareillement.